savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur Allons-y. Moteur Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement, je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Maëlane. Bonjour Maëlane. Bonjour Samuel. Et cette semaine, on parle du film documentaire Put Your Soul on Your Hand and Wall, documentaire réalisé par la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi. Donc, le film a été tourné d'avril 2024 à avril 2025 et il retrace les échanges par visioconférence grâce à la messagerie WhatsApp entre la réalisatrice Sepideh Farsi, qui vit à Paris, et une jeune photojournaliste palestinienne enfermée dans Gaza, alors sous le siège militaire imposé par l'armée israélienne, Fatma Hassouna, âgée de 24 ans. En effet, on rappelle que depuis l'attentat terroriste du Hamas, organisation politique palestinienne, à l'encontre de civils israéliens le 7 octobre 2023, le conflit israélo-palestinien, qui perdure depuis 1948, est dans une phase plus intensive et meurtrière, au point qu'une commission d'enquête de l'ONU accuse Israël de commettre un génocide à l'encontre de la population palestinienne de Gaza. Le film a été sélectionné à l'Acide lors du Festival de Cannes 2025, et il a eu d'autant plus de retentissement que Fatma Hassouna a été tuée le 16 avril 2025, soit un mois avant le Festival de Cannes, à cause d'un bombardement de l'armée israélienne sur sa maison, comme nous le signale le carton qui clôt le film. Maëlane, qu'est-ce que tu as pensé du film ? C'est bouleversant, il n'y a pas vraiment d'autres mots pour le dire. C'est surtout bouleversant parce que, évidemment, on a des images qui nous parviennent de Gaza, même s'il y a un siège, comme tu l'as dit, même s'il y a une volonté de l'armée israélienne de couper toute image de ce qui est en train de se dérouler, de cibler des journalistes. On a quand même des images qui nous parviennent, mais là, la spécificité du film, c'est qu'on suit l'histoire d'une femme, d'une jeune femme, et c'est en fait une plongée dans son intimité parce que la réalisatrice, qui est iranienne, la filme. En fait, elle a un téléphone portable qui filme un autre téléphone portable sur lequel elle parle avec la jeune femme. Et donc, on a vraiment une impression d'immersion totale, d'être à ses côtés. Et comme elle fait des gros plans sur le téléphone, c'est comme si on avait presque le téléphone dans la main nous-mêmes. Il y a un côté un peu journal intime vidéo. Tout à fait. Ouais. Journal de bord, en plus, c'est séquencé par jour et par moment de l'année. Oui, le moment où elles peuvent se voir. Exactement. Il y a évidemment beaucoup de problèmes de communication et de connexion, en fait. Tout à fait. Et ce que j'ai trouvé renversant, c'est justement de suivre le fil d'une jeune femme qui a une famille, qui a des amis, qui a des rêves, qui a des envies, qui veut visiter Rome, qui veut visiter d'autres capitales internationales et qui est bloquée dans un chaos et un enfer total qu'elle documente, qui plus est. Et donc tout le film est tiraillé un peu entre son espoir, sa joie, qui est difficile à comprendre. Elle sourit, surtout sur les 2/3 du début du film. Même les 3/4 du film. Les 3/4 du film, c'est vrai. Et à chaque fois qu'elle lui demande comment ça va, elle dit « ça va bien, on nous jette des bombes dessus, ça va bien ». Et il y a une espèce de légèreté dans la forme, en tout cas dans le ton, qui est hyper surprenante. Et en même temps... Qui est un peu déstabilisante aussi. Tout à fait. Et même la journaliste elle-même, avec qui évidemment on s'identifie assez vite, la réalisatrice, elle-même, elle est un peu désarçonnée parfois en disant « mais je te demande comment tu vas et tu me dis que tout va bien en me disant que des gens de ta famille sont morts ou qu'il y a eu un bombardement à 3 rues de chez toi ». Et donc voilà, cette jeune femme, elle est tiraillée entre cette joie qui la porte et cet espoir qui la porte et qui la maintiennent en vie, et l'horreur de la situation qu'elle vit et qu'elle va documenter. Et c'est assez fou d'imaginer ça, mais elle est tellement poussée par l'envie de montrer ce qui se passe qu'elle va, quand il y a un bombardement, un moment elle raconte, il y a eu un bombardement, j'y suis allée et j'ai pris des photos après.
pour montrer la réalité de la guerre. Et c'est héroïque et en même temps, c'est une jeune femme de notre âge, Oui, un elle est peu, même plus jeune, enfin elle est très un jeune, peu hein. plus jeune, ouais. Et parce que oui, il faut expliquer que le dispositif du film, en gros, c'est donc des séquences où elle filme comme ça les visioconférences avec un deuxième téléphone. Effectivement, elle fait, comme tu le disais très bien, enfin, elle nous montre bien, elle met au milieu de l'image le visage de Fatma. Et donc c'est entrecoupé donc des photos un peu comme un diapositif de Fatma, enfin ce Oui, sont les photos de Fatma, et aussi alors des images d'actualité de France, Canada, oui, États-Unis, t'as enfin raison. de ce que j'ai compris, bref, De de chaînes d'information en continu, voilà, des médias, internationales, qui voilà parlent de exactement. Gaza et de... Voilà, elle me filme donc ces images de chaînes d'information en continu qui passent sur son ordinateur en fait. Donc il y a comme ça ces trois séquences qui rythment tout le film, qui font le dispositif du film. Et oui, tout à fait. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, finalement, ce qu'on nous montre de Gaza, des rues, des bâtiments, des destructions, c'est toujours fixe parce que c'est toujours par les photos Oui, de Fatma, ou alors en mauvaise qualité sur le téléphone quand parfois Fatma tourne la caméra de son téléphone pour montrer par la fenêtre. oui, c'est Mais très pixelisé comme image. exactement. Ou alors on a ces images de chaînes d'information, mais qui là aussi sont pas forcément de bonne qualité parce qu'elles zooment beaucoup sur l'écran de sa télévision ou de son ordinateur, comme tu disais. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tension entre la netteté des images, des photos prises par Fatma, Oui, de ce que vit la population palestinienne à Gaza, et les images, comment dire, mouvantes de la visioconférence ou bien des chaînes oui, d'information en par continu. écran interposé en fait, Voilà, c'est ça. Il y a par un média. espèce de flou. Enfin, c'est beaucoup moins net tout d'un coup. Et ça tend un peu vers une sorte un peu d'invisibilisation du génocide en cours à Gaza. Tu veux dire qu'il y a ces écrans interposés, cette distance-là avec les faits? Ben moi, sans être expert sur le conflit israélo-palestinien, je l'ai pas Mm. mentionné en introduction, mais voilà, nous ne sommes pas experts Bien sur sûr, ce bien conflit. sûr. On essaye d'en parler avec nos mots et les informations que nous avons. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu une critique vis-à-vis d'Israël, qu'il essaye un peu d'invisibiliser les massacres Bien en cours sûr. et le génocide. Ah mais bien sûr, mais d'ailleurs le film a été décrit parfois, je lisais des articles comme un film de résistance, et je suis plutôt d'accord en fait parce que la démarche de montrer est une démarche de résistance contre parce qu'il y a le massacre des gens, le génocide dont est accusé Israël par l'ONU, et puis il y a le génocide par la destruction des images, la destruction des preuves, la destruction du témoignage. Et là, je trouve que ce film est vraiment incroyable par ce qu'il raconte aussi d'une guerre moderne, comment on documente une guerre moderne quand il y a justement un blocus et une volonté de blackout médiatique, visuel, et de passer par les yeux de quelqu'un. C'est fort, c'est puissant et tout est résistance. Et juste pour finir sur ça, la réalisatrice a expliqué qu'il y a eu une enquête d'une ONG sur la mort de Fatma qui a montré, d'après cette ONG, que le missile qui l'a tué a été envoyé précisément sur sa maison, sur sa famille, et c'est un missile qui a été utilisé de sorte à ce qu'il détruise jusqu'à son étage à elle, mais pas en dessous. Et donc les Donc ce conclusions, serait un meurtre en ce serait fait. un meurtre Mm. et un assassinat Oui, ciblé. oui, ce que je voulais dire, oui. Et les conclusions qui sont tirées, c'est qu'elle était en danger, elle était ciblée pour ce qu'elle faisait, qui était de documenter ce qui se passait. Oui, grâce à ces photos. Et oui, et je pense que c'est aussi pour ça, pour venir sur ce que tu disais, que les chaînes d'information en continu, elles montrent surtout les commentateurs en fait, les présentateurs qui parlent. Et effectivement, elle prend le contre-pied de ce blackout médiatique dont tu parles, que veut imposer Israël, puisqu'elle recueille son témoignage et elle montre aussi ses images. Il y a comme ça ces deux dimensions. Et d'ailleurs, je pense que d'ailleurs, sur ces deux dimensions de l'image et la parole, je pense que c'est la parole d'ailleurs qui me semble primordiale. Puisqu'elle filme, enfin, c'est d'ailleurs le côté un peu monotone, voire répétitif du film. Elle filme essentiellement des échanges assez similaires, assez répétitifs entre toutes les deux. Non, je sais pas ce que t'en penses. Je pense que le propos du film est justement qu'on ne se désensibilise pas à une horreur continue. Et en fait, tu parlais des présentateurs qu'on entend parler, ils parlent
la poursuite de la guerre, de négociations de cessez-le-feu qui n'aboutissent pas, et on a l'impression d'être dans un cycle sans fin de violence qui ne s'arrête pas. Et je trouve que effectivement, c'est vrai que les chapitres, il y a des scènes assez similaires, mais parce que c'est ce que Fatma dit, on passe son temps à attendre, 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 et on est tué. Et en fait, il y a une répétition dans l'horreur, et j'ai l'impression que le film, justement, en essayant d'aller chercher des scènes de vie au milieu de cette horreur, en lui demandant, quand la réalisatrice lui demande mais quels sont tes rêves, qu'est-ce que tu as envie de faire, ou des détails, quand elle Sur sa famille aussi, sur sa oui. famille, quand elle montre les membres de sa famille, quand elle dit mais de quelle couleur sont tes yeux, quand elle lui parle de son voile, enfin il y a quand même des sujets, je sais pas comment dire, j'allais dire des sujets annexes, mais c'est pas des sujets annexes, c'est des sujets de conversation qui pourraient être d'une normalité totale, qu'elle essaye d'aller chercher dans cette horreur-là. Et je pense que c'est ça qui ravive l'empathie, qui justement, pardon, qui ravive l'empathie, qui rebranche la sensibilité, parce que c'est terrible ce qui se passe, mais c'est humain aussi que quand tu vois des images à l'appel de bâtiments détruits, de morts, de corps dans des sacs, de familles éplorées. C'est terrible, mais c'est horrible à dire, mais la saturation des faits, parfois, désensibilise et coupe Oui. de la réalité. Et donc d'avoir une jeune femme où on est vraiment dans sa vie, dans ses espoirs, pour moi, c'est ça qui donne toute la force au film. Et encore plus quand on sait qu'elle est décédée. Oui, alors Voilà. effectivement, le film a une dimension post-mortem involontaire qui inévitablement influe sur notre perception du film et aussi sur la valeur du coup des images où là tout d'un coup elles prennent un aspect beaucoup plus de tombeau malheureusement d'une certaine manière. Et d'ailleurs ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ce dispositif en fait de filmer le téléphone à travers lequel il y a la visioconférence, il y a vraiment comme ça un espèce d'encapsulement de Fatma. Elle retranscrit par ce dispositif-là l'enfermement en fait dans lequel elle est, et en même temps, ce que je trouve assez intelligent en nous montrant aussi les ruptures de connexion, je trouve que ça illustre quand même d'une certaine manière la manière dont l'armée israélienne en fait et tente de déconnecter au reste du monde le territoire palestinien. Et c'est vraiment incarné par ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et de manière générale, je trouve que le dispositif est très fort dans le sens où on est un peu, enfin, elle laisse certaines lenteurs, on pourrait dire, avec des guillemets. Justement, il y a des scènes où on attend que ça se reconnecte, et puis voilà, on attend avec elle. Et quand je disais tout à l'heure, j'avais le sentiment qu'on avait presque le téléphone nous-mêmes dans la main parfois, et qu'on est là avec la réalisatrice, on attend, on voit les messages qui défilent sur WhatsApp, on voit les trois petits points enfin, on voit le terme reconnexion, et on attend avec elle. Et je lisais dans une interview qu'elle disait qu'elle avait envie justement qu'on se sente suspendu comme ça, à l'attente de voir le visage de Fatma avec elle. Et ça, pour le coup, ça marche évidemment très bien. Et, et quand tu parlais tout à l'heure comment dire, de discussions un peu similaires, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu monotone dans le film, avec des gros guillemets, Oui, le film dans est le sens indubitablement une dimension un peu répétitive. voilà, etc. Mais je trouve que justement, là, ça bat cette monotonie où on sort de ça, justement, avec cet aspect, chaque appel peut être le dernier. Oui, elle le Donc, dit au début. elle le dit au début, et effectivement, il y a un appel qui est vraiment le dernier. Oui, elle l'a Et, rajouté à la fin puisque c'est l'appel où elle annonce que le film est sélectionné au Festival de Cannes. Effectivement, et qu'elle propose à Fatma de venir, oui, et Fatma lui avait envoyé son passeport. Et là, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un côté, on est évidemment dans un documentaire, mais c'est une tragédie totale, quoi. Enfin, on se dit, mais c'est presque, je sais pas, c'est presque, ça aurait pu être quelque chose de fictionnel, d'inventé, tellement c'est lunaire que elle perde la vie un mois juste avant le moment où elle serait enfin extraite oui, est reconnu. de cet enfer, reconnue, et qu'elles se rencontreraient toutes les deux, et qu'on passerait enfin le mur de l'écran. Oui, j'ai même lu. Et tout ça s'effondre juste avant le but. Et c'est très puissant de finir sur ça. Et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses de la fin, que
En fait, ça finit sur le texte Fatma est décédée, et puis il y a un hommage aux membres à elle et aux membres de sa famille qui sont décédés, et il n'y a rien d'autre derrière. Et c'est bon, ça fout une petite claque. Le fait de finir par un écran Ouais, noir, et il me semble que écran noir sur lequel il y a une bande sonore, je oui, c'est crois. vrai, t'as raison. C'est Ouais, vrai qu'il y a encore les sons de Gaza. je pense qu'elle veut figurer par là un peu son impuissance, en fait, d'une certaine manière, et l'impuissance aussi du cinéma à saisir le génocide en cours, le conflit israélo-palestinien, et ce qui fait que chez nous, chez le spectateur, ça crée un peu une sensation de désemparement et peut-être même un peu de malaise. Bah, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, parce que pendant près de 2 heures, on a une jeune femme qui se bat, et la fin donne presque le sentiment que, tu vois, que ses efforts ont porté ses fruits, parce qu'elle va enfin pouvoir sortir, venir en France, présenter le film, présenter son travail, et c'est à ce moment-là que tout s'effondre. Et voilà, il y a un espèce de fil qui la tire comme ça chaque jour vers le haut, essayer de survivre, et nous, avec elle, on est un peu portés dans sa trajectoire, et que tout s'arrête pour elle. Effectivement, enfin, il y Oui, a il y pas a quelque vraiment chose de de mots, quoi. tragique, comme Ouais. tu dis. Oui, c'est vrai. Alors, il y a un autre aspect que moi j'aimerais aborder. Il y a quelques dissonances entre les deux femmes, mais très peu. Et Hmm. il y a un peu de tension, mais pas beaucoup, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, parce que là, tout ce dont on parle, j'ai l'impression que c'était dans le projet de la réalisatrice. Maintenant, le film, je dirais, il est fait. Qu'est-ce qu'il y a dans les interstices, en fait, de ce projet-là? Je pense que ce qu'il y a au premier abord, enfin, juste mon opinion. J'ai quand même l'impression que chacune est un peu dans sa bulle, d'une certaine manière. Alors, Fatma, elle, c'est un enfermement, mais j'ai l'impression que la réalisatrice, elle, on a quelques indices sur sa vie personnelle qui me donnent le sentiment qu'elle a une vie mais complètement différente de celle de Fatma. Ah On bah devine ça, qu'elle c'est vit à sûr. Paris, elle vit dans un duplex, elle voyage Ah dans bah le elle monde le dit, entier. oui. À un moment, on voit un morceau du logo du Centre Pompidou sur son ordinateur. J'en conclus qu'elle le fréquente ou qu'elle va là-bas. Et je dirais que cette différence de situation, peut-être socio-économique entre les deux femmes, ça m'a un peu gêné. Je dis pas du tout que la réalisatrice serait dans une démarche un peu de prédation vis-à-vis d'elle, pas du tout, Ah hein. oui, oui, oui. Mais tu vois cette différence entre les deux femmes? Bien sûr, mais je pense que la réalisatrice elle-même est un peu gênée dans certaines scènes, parce qu'elle lui dit, parce Ah, elle voyage tout au long du film pour présenter ses autres oui, films personnels. Euh, et elle dit, voilà, je suis au Canada, je pars au Maroc, et puis évidemment, il y a presque une pointe de cruauté, ce mais que j'allais pas dire, oui. venant d'elle, mais Non, venant c'est de la très situation. involontaire. Ouais. Voilà, Fatma est bloquée dans un enfer total, et elle entend quelqu'un par son petit écran qui va par le monde, et effectivement qui a un beau duplex, qui a un petit chat tout mignon, qu'elle lui ouvre la porte. Mais en même temps, il y a la réalisatrice a l'air très consciente de ça, et elle Oui, lui dit parfois, je suis désolée de te dire ça, ça m'embête de te dire ça, je me sens mal de te le dire. Et en même temps, on sent que Fatma, c'est aussi une manière de lui garder un lien avec l'extérieur et de lui ouvrir des perspectives. Parce que souvent, quand la réalisatrice parle des endroits où elle est, en tout cas, enfin, ça arrive à quelques reprises qu'elle lui dise ah ben, j'aimerais beaucoup te montrer ça. Et puis Fatma, elle dit je rêverais d'aller à Rome, par exemple. Elle dit ben, j'ai des amis à Rome, ils mm, t'hébergeront. Évidemment, elles font des promesses, et l'une et l'autre savent très bien que peut-être ça ne se réalisera pas, ce qui a été le cas malheureusement. Effectivement, il y a un décalage qui pourrait être douloureux, mais qui, à mon sens, permet plus d'entretenir l'espoir, et de créer du lien entre elles, et de créer du lien entre Fatma et l'extérieur. oui, Mais c'est vrai qu'il y a une forme de décalage qui est rude, et je trouve qu'elle nous renvoie nous-mêmes à notre propre décalage en tant que oui, spectateur oui. dans une salle de cinéma en France. Voilà, moi, quand Fatma a dit mon rêve, c'est de marcher dans une rue, enfin d'être normale, d'être Mm. dans une rue normale, dans une ville normale. Et quand tu sors du cinéma et que tu marches dans une rue normale, comment ne pas se sentir mal à l'aise, se sentir en décalage, un peu de la même manière que cette réalisatrice, qui par ailleurs, entre parenthèses, a vécu énormément de drames aussi dans sa vie, parce qu'elle est Oui, on va pas, iranienne, voilà, oui, elle est opposante politique, et donc voilà, elle a on comprend des... qu'elle a fui le régime des Mollahs. Elle dit à un moment, je crois que ça fait 18 ans que je vis en France, ou Ouais. beaucoup plus. Et d'ailleurs, il y a entre guillemets, une opposition
entre les deux femmes là-dessus. Puisque dans la première conversation, elle dit qu'elle est iranienne. Fatma lui répond, j'adorerais aller à Téhéran. Et la réalisatrice lui répond, moi je ne peux plus y aller à Téhéran. Oui. Et on comprend, enfin, qu'elle n'est pas du tout partisan Oui, du régime des Mollahs. et il y a un moment aussi où elle dresse un parallèle entre le Hamas, donc mouvement islamiste palestinien qui dirige Gaza et qui est, voilà, qui est en guerre avec Israël, et puis le régime iranien. En tout cas, elles parlent toutes les deux du chef du Hamas qui a été nommé à ce moment-là, qui s'appelle Sinwar, et Fatma dit que Sinwar n'est pas populaire, et puis la réalisatrice semble un peu dresser un parallèle avec l'Iran, où elle dit, tu sais, en Iran, on n'est pas content de notre régime. Mm. Et donc, ça amène aussi de la subtilité parce que certains discours très pro-israéliens vont dire en Palestine, ils sont tous pro-Hamas, tous les Gazaouis sont pro-Hamas. Effectivement, Fatma a un discours sur le 7 octobre Oui, qui est évidemment, de notre point de vue occidental, qui est un peu particulier parce qu'elle dit on a montré au monde qu'on était fort. oui, que c'était Alors, un acte de c'était un résistance. acte de résistance, alors qu'évidemment, il y a eu des massacres de civils terribles et des otages qui ont été kidnappés. Mais là, quand elle parle de Sinwar, elle dit il n'est pas populaire, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Et voilà, et c'est vraiment rentrer dans l'humanité, qui est des gens qui ne sont pas d'accord entre eux et qui ne sont pas forcément d'accord avec un régime politique, bien loin de la propagande et des discours politiques tout faits qu'on veut calquer sur la réalité d'une région. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant pour le coup. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Il y a aussi une opposition entre elles sur le hijab, Oui, puisqu'elle porte le voile, Fatma, et la réalisatrice, pas du tout. Du coup, elle la questionne là-dessus. oui, Mais elle est-ce la que tu as... challenge un peu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben alors, voilà, moi, c'est vrai que ces moments un peu que j'appelle de tension, de dissonance, j'aurais aimé peut-être en voir un peu plus. Je pense qu'il y en a eu au cours de leur visioconférence pendant toute cette année d'enregistrement. J'ai l'impression qu'elle les a un peu évacués du montage. Je sais pas. Hmm. Et je pense que justement, alors évidemment, Fatma est un personnage profondément humain et touchant, mais ça l'aurait rendu d'autant plus, oui, comme j'aurais perçu sa complexité, davantage de complexité. En Je, fait, je- je dis ça après, elle fait pas du tout, elle en fait pas une sainte, hein, non Ah plus, oui, hein. C'est pas non, géographique, mais, hein. mais en fait, le personnage est tellement puissant et tellement héroïque en lui-même que la bataille qu'elle mène tous les jours, juste d'être en vie, en plus la mission qu'elle s'est fixée de documenter, de parler, et qu'elle fait tout ça avec le sourire la plupart du temps. En fait, je pense que ce sujet-là de la survie dans laquelle elle est occupe tellement tout l'espace que j'ai trouvé ça intéressant qu'on ait justement, c'est presque des à côté, mais bon, ces discussions, comme tu disais, où il y a pu avoir un peu justement, de discussion, presque de débat entre les deux femmes. Mais la tragédie qu'elle vit est tellement écrasante, je ne sais pas s'il y avait vraiment la place pour plus de relief. Hmm. Enfin, je sais pas. Si, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi que ces moments-là donnent aussi beaucoup d'intérêt à la discussion. Et puis, oui, juste, je voulais revenir juste sur ce que tu disais tout à l'heure sur le décalage entre la réalisatrice iranienne qui est dans des endroits, qui a accès à la culture, qui est dans des endroits sécurisés, etc. C'est vraiment très personnel pour le coup, mais ça a fait écho chez moi parce que j'ai vécu quelques mois au Liban et le moment pendant la guerre en cours, il y a eu plusieurs mois d'hostilité ouverte entre Israël et le Hezbollah à partir de l'automne 2024, avant un cessez-le-feu très précaire puisque Israël continue à bombarder certaines zones du Liban. Mais bref, et il se trouve que j'étais en contact avec des personnes là-bas et j'étais à ce moment-là en vacances en Espagne et le jour où il y a eu des bombardements très intensifs d'Israël qui marquaient le début de cette campagne militaire très intensive, parce qu'avant il y avait déjà des conflits entre le Hezbollah et Israël, mais là c'était rentré dans une autre phase. Et ben ce jour-là, moi j'étais à la plage et il y avait des feux d'artifice dans la rue en pleine journée parce qu'il y avait une espèce de fête. Et en fait, le bruit des feux d'artifice, je l'ai gardé en tête parce que ça fait des bruits de détonation qui sont évidemment festives et qui n'ont rien à voir avec des bombardements. Mais voilà, je savais que je parlais à des gens qui avaient dû fuir leur maison à cause des bombardements.
par WhatsApp, par vocaux. Ah oui, tu as eu une forte identification, du J'ai eu coup, un peu avec une... Sepideh Farsi, la Bah, réalisatrice. c'était pas évidemment de cette intensité et par chance, les amis à qui je parlais sont sains et sauves. Mais effectivement, j'ai eu cette identification et cette impression que c'est un peu vain. C'est dur à dire, mais Oui, que comme c'est disait un peu l'impuissance dont on parlait. exactement, et que finalement la sérénité dans laquelle on vit est assez vide parfois, quand tu sais que au même moment, juste à la distance de ton écran, il y a des gens qui vivent une réalité Tout autre. tout autre. Et ça, pour le coup, le film le retranscrit très très bien. Et en même temps, je pense qu'il montre aussi qu'il faut continuer à parler pour eux, qu'il faut continuer à se battre pour porter leur témoignage. Oui, c'est ce que fait la Et réalisatrice, exactement. le projet du film dont on parlait initialement. Exactement. Bon, eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Maëlan. Merci à toi, Samuel.